Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire un nouveau débrief. C'est l'avant-dernier débrief cyclisme de l'année 2023, c'est l'avant-dernier, il y en a encore un derrière. Et ensuite, ça ne veut pas dire que c'est la fin des bilans d'année 2023, parce qu'il y aura deux bilans, Coupe du Monde de foot, Coupe du Monde de rugby 2023. On fera un bilan également de la saison de Formule 1, un bilan de la saison MotoGP. Donc ça arrivera en janvier. Et en janvier, il y aura également les top 10. Janvier sera dense en termes de contenu sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque aux cyclistes féminines, mais plus particulièrement aux françaises, le top 10 des meilleures françaises de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu du côté des françaises. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous avez également la possibilité, si vous avez les moyens, de faire un super thanks. Vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Puis, je viens de me faire attaquer par une bête tout de suite. Hop, voilà, violence sur les bêtes. Je vais me faire attaquer par une punaise qui vient de me sauter dessus. Je ne sais pas d'où elle venait. Je ne sais pas si elle a encore envie. Elle est partie sur le côté. Elle a réussi à ne pas faire de senteur. Mais vous pouvez également mettre la petite coche et mettre un pouce bleu. Voilà. Et comme ça me permettra peut-être d'éviter d'attaquer par des punaises. Il faut savoir qu'en fait, il y a des plantes vertes dans la pièce et qu'il y avait quelques punaises qui étaient cachées dans les plantes vertes, avec l'humidité des plantes vertes. Et avec la chaleur du chauffage, ça ressort. Bon, aujourd'hui, les Françaises. Belle saison intéressante du côté des Françaises. Avec des nouveaux noms, des jeunes filles, on voit une relève qui arrive, des belles performances du côté du cyclisme féminin français, notamment sur le contre-la-montre. On peut parler également des victoires, des médailles du côté de l'épreuve mixte, parce qu'il y a vraiment des choses très très intéressantes sur ces compétitions. Et on commence tout de suite par la 10e concurrente. 10e de ce classement, elle est championne du monde junior cette année. Du côté de Glasgow, c'est Julie Bégaud. Et oui, saison intéressante de la part de Julie Bégaud qui rejoint l'année prochaine, enfin qui a déjà rejoint en tant que stagiaire la Cofidis, mais qui va rejoindre l'année prochaine à temps plein l'équipe française. Belle recrue même de la part de la Cofidis. Parce qu'elle est devenue championne du monde avec la manière, mais vraiment avec la manière. C'est-à-dire qu'elle a été... c'était solide, la course qu'elle a réalisée. Le contre-la-montre a été un petit peu plus compliqué dans sa gestion de l'effort. Après, chez les filles, c'est toujours des contre-la-montre qui sont très courts, mais elle est devenue championne du monde vraiment en s'imposant avec une belle avance sur un parcours qui n'était pas si évident. Et elle a vraiment bien résisté avec 21 km en solo. Une belle course des Françaises, pour ceux qui se souviennent de la course des juniors, avec Ticia Rio qui avait pris la 6e place, Célia Géry qui avait pris la 7e place, ou Géry, je ne sais plus comment on doit dire, et Eline Roussel qui avait fini 11e. Donc 3 filles dans le top 15, c'est pas arrivé souvent du côté des jeunes filles sur ce parcours de Glasgow. Et puis elle a été intéressante pendant toute l'année aussi, parce qu'il n'y a pas que ce titre de championne du monde du côté de Julie Bégaud. Elle prend également la première place de la Biscay Col, c'est compliqué, de la Biscay Coloric au mois de juillet. 10e du Tour des Flandres version junior, 2e du Tour du Gévaudan, Occitanie classique, 2e également de la Piccolo Trofeo Alfredo Binda, ça c'était en tout début de saison, 3e des championnats d'Europe sur le relais mixte junior, même si les championnats d'Europe ont été un petit peu plus compliqués pour elle. La fin de saison, on a senti qu'elle était un petit peu sur les rotules après son titre de championne du monde. Mais elle a fait vraiment des très très belles choses jusqu'à maintenant. Donc Julie Bégaud, c'est l'avenir. Ça fait on va le voir dans ce top 10, mais on a quand même énormément de filles qui ont moins de 25 ans dans ce classement. Et Julie Bégaud, ça représente bien le travail qui est quand même réalisé depuis quelques temps par la Fédération française, même s'il faudrait faire encore mieux dans les années à venir. Si vous vous inquiétez, la punaise est encore en vie, elle bouge encore,
légèrement. Je ne l'ai pas tué. Mais du côté de Julie Bégaud, c'est une fille qui a un gros talent, je pense. Alors après, la question, ça va être de voir comment elle va passer du statut de junior à espoir et élite, parce qu'on sait que c'est toujours un petit peu... C'est plus compliqué chez les filles encore que chez les garçons. On a eu pas mal de filles chez les juniors qui ensuite ont eu beaucoup de mal. Mais quand on voit par exemple ce qu'a fait une Zoé Bachsted, c'est quand même déjà assez intéressant ce qu'elle arrive à les réaliser. Donc on se dit que Julie Bégaud elle peut peut-être faire également du bon boulot. Parce que c'est vrai que ce titre de championne du monde junior, ça a été très intéressant pour elle. Et c'était vraiment vraiment une belle course. C'est vrai que quand on regarde les top 3 par édition chez les juniors, donc il y a eu Zoé Bachsted, donc passer derrière Zoé Bachsted c'est quand même pas mal. Il y a eu Glantine Rayet qui avait fait deuxième également en 2022. On a Balsamo par exemple qui a été championne du monde junior, Chloé Dygert, Pauline Ferrand-Prévot aussi. Emma Nosgart avait fait 2, par exemple. Julie de Ville avait fait 2 également. Simone Boilard avait fait 3 derrière Marie Lenette et Lara Stiger. Marianne Vos avait remporté le titre. Nicole Cook également. Marta Bastianelli en 2004 avait fait 2e derrière Marianne Vos. Juliane Dour également avait remporté le titre, ça c'était en 2008. Donc c'est quand même toujours une course importante dans la saison, et c'est vrai que la Julie Bégaud, ça va peut-être être intéressant dans les années à venir, parce que c'est quand même une fille qui enchaîne les bons résultats. En 2024, il faudra quand même pas trop lui mettre la pression, mais je pense que c'est une fille qui peut déjà faire des bonnes choses. Et puis la course d'attaque en plus qu'elle avait réalisée était vraiment très très intéressante. Et la course de l'équipe de France également était très intéressante. Donc je pense qu'on a une belle génération là qui arrive en ce moment et qui va avoir des bons résultats. Je pense que la France va progresser dans les années à venir du côté de la hiérarchie du cyclisme féminin. Et ça, c'est très satisfaisant. On passe tout de suite à la concurrente numéro 9. La concurrente numéro 9, elle est dans l'équipe DSM, mais ce n'est pas Juliette Labousse. Elle est vice-championne du monde junior en 2022. C'est Églantine Rayet. Églantine Rayet qui a rejoint la DSM cette année à seulement 18 ans et demi, 19 ans. Elle les a eu au mois de juin. C'est 19 ans. Déjà des résultats. C'est-à-dire que ça c'est fort de la part d'Églantine Rayet cette année. C'est pas toujours facile, encore une fois, de passer du junior à élite. La transition chez les filles est assez abrupte. On passe de courses qui font 70 km à des courses qui sont bien plus longues. Donc c'est vrai que parfois la transition est un petit peu rude. Et quand on regarde, elle est donc championne de France Espoir du chrono. Donc ça, c'était du côté des championnats de France. Deuxième de la course sur route dans la catégorie Espoir. Elle finit également 10e du Tour de Suisse. Ça, c'était vraiment bien. Elle a fait un très bon Tour de Suisse. Donc ça, c'était très très bien. 13e de l'Alpe Grésivaudan Classique. Ça, c'est en France. Puis après, il y a eu des résultats également sur les courses de début de saison. Mais quand on voit ces résultats, 9e du Tour de Scandinavie, à cet âge-là, c'est vraiment très très bien. Parce que dans les filles qu'il y a devant elle, où elle finit 2e du classement des jeunes, le Tour de Scandinavie c'est quand même costaud, la leader c'est Van Vleuten, elle finit donc à 1,25 de Van Vleuten. Il y a Ivanchenko qui est devant elle, ensuite c'est Bauernfein, Baril, Braun, Lippert, Krak, Ludwig, Van Vleuten. Elle finit quand même devant une fille qui s'appelle Yara Castelline, qui est pas mal, devant H.T. Moulman, devant Elige Chabet également, devant Sierra, devant Bergström. Donc c'est vraiment un énorme résultat qu'elle a fait également sur ce Tour de Scandinavie. C'était vraiment très très bien au niveau du classement général. Et avec une 9e place également sur l'étape 5, l'étape finale, sur ce Tour de Scandinavie, et faire un classement comme ça sur une course aussi réputée que le Tour de Scandinavie, parce que c'est la course qui est juste derrière les grands tours pour moi, le Tour de Scandinavie,
il faut être quand même très solide. Donc on voit que les résultats sont là. Elle prend également la 8e place du Grand Prix de Plouay. Donc là aussi, excellent résultat. Le Grand Prix de Plouay, elle est 8e. Là encore, dans les filles qu'il y a devant, c'est Micha Bredewal, Martha Lahr, Berthe Zolo, Rosemane Gagnon, Juliette Labousse, Schwenberger, Zwinkel. Elle finit encore une fois devant Elie Chabet, devant André Cordorago, devant Marzivi Garcia, Balsamo, Erdegest, Confalonieri, Magnaldi, Sierra, Rachel Nelan, Simone Boilard, Liane Nippert, qui sont derrière elle. Donc là encore, ça montre les résultats. Donc l'année prochaine, on attend du lourd. Elle a un frère également, Églantine Raillé, il s'appelle Séraphin Raillé. Et on va voir tout de suite ses résultats si ma souris veut descendre. Elle ne veut pas descendre. Si elle décide de descendre, ma souris, c'est compliqué aujourd'hui. C'est un coureur qui a 21 ans, qui est encore chez les amateurs. L'année prochaine, il sera dans l'équipe Grenoble MC 38. J'ai pas beaucoup de résultats pour ce coureur, parce que voilà, c'est un coureur il a fait 100e à Nomay. Voilà, enfin, deuxième franche de la Coupe de France de cyclocross. Voilà, comme résultat. Et 7e du contre-la-montre champenois. Course importante au mois de mai dans le calendrier amateur. Voilà, pour Séraphin Raillé. Mais oui, Églantine, elle a fait vraiment du bon boulot cette année. Et encore une fois, première année chez les pros, c'est jamais évident. Surtout qu'elle n'a pas eu le passage stagiaire qu'a Julie Bégaud. Donc elle passe vraiment d'un monde à un autre. Donc c'est vraiment très solide. Donc on espère des bons résultats l'année prochaine. Elle avait fini vainqueur également du Chrono des Nations Junior. Parmi ses résultats l'année dernière dans sa carrière. Et deuxième des championnats d'Europe, parce qu'elle avait remporté les championnats d'Europe dans la course en ligne, mais deuxième du contre-la-montre. Et donc vice-championne du monde junior également, Églantine Raillé, qui s'était un peu plantée sur le chrono. Je me souviens, les championnats du monde junior, en Australie. Elle avait eu un petit peu du mal à gérer le décalage horaire, qui n'était pas évident à gérer avec l'Australie. On passe tout de suite à la concurrente numéro 8. Encore une fille de l'équipe de Cédric Vasseur, de l'équipe Cofidis. Cette fois-ci, c'est Victoire Berthaud, la nordiste. 23 ans aussi, Victoire Berthaud, dont je parlais. On n'a que des jeunes dans ce début de vidéo, qui a commencé dans l'équipe d'Oltichini Van Eck Sport. Bien entendu, championne de France cette année. Ça a été un très grand résultat, parce qu'en plus, la manière dont elle s'est imposée sur les championnats de France, c'était en costaud. 3e du Grand Prix de Wallonie, 6e du Grand Prix d'Isberg, qui est un sprint important pour les filles, 15e des championnats d'Europe sur la course sur route, 15e également à Binche. Elle a fait aussi pas mal de pistes, parce qu'elle fait partie de l'équipe de poursuite, notamment, l'équipe endurance, et on sait qu'on veut être présent du côté de la poursuite. Elle a eu également des résultats avec cette équipe de poursuite lors des championnats du monde. 9e du Tour de Bretagne, 5e du Grand Prix du Morbihan, 8e de la Flèche Brabançonne parmi les résultats dans cette saison. Du côté de Victoire Berthaud, il y a des progrès assez notables cette année du côté de Victoire Berthaud par rapport aux saisons précédentes. Je trouve qu'elle a pris de la caisse, vraiment. Et ça se voit dans ses résultats, mais qu'elle a vraiment pris de la caisse. Cofidis également lui fait confiance et je trouve qu'il y a vraiment des très très bons résultats, il y a vraiment des très très bonnes choses. Elle avec Valentine Fortin également, la doublette je dirais de la Cofidis, ça marche superbement bien et je trouve que Cofidis dans l'équipe féminine ça bosse bien et surtout ça progresse et on sent qu'il y a un vrai objectif dans les années à venir peut-être d'aller en World Tour, mais on sent que c'est une formation qui fait du bon boulot pour le moment la Cofidis, donc c'est très très intéressant. Et comme j'en parlais du côté de la Cofidis, c'est qu'on parlait également de la manière de faire du côté des garçons et on voit que ça marche désormais avec Cédric Vasseur. Et bien chez les filles ça marche aussi parce qu'on voit les résultats évoluent, alors que si on compare, par exemple, je compare souvent ces deux équipes l'une avec l'autre avec l'équipe Arkea, ben on voit que chez Arkea c'est beaucoup moins bon en termes de résultats. Donc là c'est vrai que c'est intéressant du côté de Victoire Berthaud de voir des résultats importants avec cette structure du côté de la Cofidis.
Donc là, on voit quand même que ça progresse très très bien du côté de l'équipe française. Et Victoire, ça fait encore une fois partie de cette génération de jeunes concurrentes, Églantine Rayet, voilà, de ces filles, belles grosses têtes, de ces filles qui ont moins de 25 ans, mais qui ont déjà des grands résultats, emmenées par Juliette Labousse, par Evita Music, voilà, toutes ces jeunes filles, et on voit que c'est un vrai renouveau dans le cyclisme français féminin, et ça fait plaisir. On passe tout de suite à la concurrente numéro 7. On poursuit avec les meilleurs bleus de la saison 2023 et on passe à une fille qui est dans l'équipe Saint-Michel Aubert 93, Saint-Michel Mavic Aubert 93 et qui va rejoindre la FDJ l'année prochaine. C'est Coralie Demey, la concurrente de 31 ans, Saint-Michel Mavic Aubert 93. Elle était leader cette année, alors chez FDJ Suège, elle aura plutôt un rôle d'équipière normalement, mais qui sera lieutenant, et un lieutenant important pour Cavalier, pour Evita Music. Ça va être une fille importante dans le dispositif FDJ Suez, et puis peut-être que sur certaines courses, elle aura des opportunités. Alors je suis presque triste qu'elle quitte Saint-Michel parce que je trouve que c'était bien d'avoir une fille de ce niveau-là, de ce talent-là dans une équipe continentale. Et qu'elle a eu en plus des bons résultats cette année, qu'elle a fait des très belles courses chez Saint-Michel, parce qu'elle fait 8e du Tour cycliste international de l'Ardèche. Elle finit... alors elle a eu un Tour de France un peu plus compliqué, elle était plutôt dans le coup jusqu'à Albi. Le Tour Malais est un petit peu difficile à gérer pour elle. 3e des championnats de France du contre-la-montre, 4e de la course en ligne, pardon. 2e du Tour de Bretagne également, 8e du Tour de Normandie, parmi les différents résultats qu'elle a eu cette saison, et je trouve qu'elle a beaucoup apporté à cette formation. Voilà, c'est une fille qui est assez régulière ces dernières années, à part en 2021, mais elle était quand même dans le Stade Rochelet. C'était une équipe qui était un petit peu en difficulté en 2021, pardon, le Stade Rochelet. C'était une équipe qui avait des petits soucis, enfin voilà, financièrement c'était pas si facile. L'équipe qui va s'appeler Winspace l'année prochaine, avec toujours Noémie Abgral là, comme leader dans cette formation. Et je trouve que là, cette année, elle a vraiment fait du beau boulot avec un bon niveau. Et elle a fait des très bons résultats. Coralie Demey, elle a fait voilà, des courses intéressantes sur les courses par étapes. Et encore une fois, elle a mérité aussi de revenir en World Tour, de revenir chez FDJ. Parce qu'elle a montré ce qu'elle savait faire sur les 2 dernières années. Et qu'elle a montré qu'elle savait faire des très bonnes choses, qu'elle savait très bien grimper et qu'elle pouvait avoir un rôle important dans des grosses formations et qu'elle pouvait être une très bonne équipière. Et je pense qu'elle a aussi maintenant l'expérience, ce qui lui manquait peut-être dans ses premières années à la FDJ, parce qu'elle a déjà eu un passage à la FDJ entre 2016 et 2019, et je trouve que ces 4 années en continental lui ont apporté beaucoup. Lui ont apporté aussi un statut de leader, un autre statut dans les différentes formations. Elle rejoint aussi une équipe comme la FDJ Suez, qui est une structure qui a progressé, qui a grandi, qui n'a plus le même statut que quand elle l'a quitté en 2019. Et puis elle va rejoindre des Cécilie Ludwig, des Marta Cavalli, des Evita Music. Donc elle va rejoindre quand même du très bon niveau, du très gros gratin dans le cyclisme mondial. Donc non, ça arrive, je pense, au bon moment dans sa carrière, puisqu'elle a 31 ans, donc elle a encore, je pense facilement, 3 ans, 4 ans, où elle peut encore avoir un bon niveau, voire peut-être même plus, parce que c'est une fille qui est arrivée en 2016, donc elle n'a pas encore trop la lassitude du monde professionnel. Et puis je peux comprendre aussi qu'elle décide de rejoindre le World Tour, parce qu'au niveau financier, c'est sûr que Saint-Michel Mavic Aubert 93 ne pouvait pas s'aligner financièrement sur ce que peut proposer aujourd'hui la FDJ Suez. Et forcément, dans le cyclisme féminin, il y a un moment, il faut penser à l'aspect financier. Il
faut penser aussi un petit peu à l'après-carrière. Et c'est des filles qui gagnent pas des 1000 et des 100 non plus. Les filles dans le cyclisme féminin, il y a beaucoup de filles qui gagnent quasiment rien aujourd'hui en continental. Et c'est vrai qu'on peut comprendre qu'avoir envie de monter en World Tour parce qu'elle a la garantie financière pendant 2 ans d'avoir un contrat qui tienne la route. Donc, mais c'est vrai que pour Saint-Michel, ça m'attriste, pour Robert 93, ça m'attriste un petit peu parce que voilà, cette équipe, c'est vrai que j'aime bien cette formation et c'est vrai que chez les filles, ils perdent également Simone Boilard. Donc c'est vrai qu'en 2024, ça va être un peu plus compliqué pour Saint-Michel parce que les têtes d'affiche seront un petit peu moins là en 2024 avec une équipe où il y aura quand même Dixline Miermont, Margot Pompanon, Célia Lemouel également, Roxane Fournier toujours là, Marion Bunel, Marion Boras également dans cette formation. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes filles de talent qui, elles, vont un peu partir. Une équipe qui sera un peu moins nombreuse dans cette formation du côté de Saint-Michel. On passe tout de suite à la concurrente classée numéro 6. En numéro 6, c'est une sprinteuse, peut-être la meilleure sprinteuse française depuis Roxane Fournier, un petit peu. Spécialiste également de la piste, qui fait partie de l'équipe Endurance sur piste, qui quitte la FDJ Suez pour rejoindre la Lidl Trek l'année prochaine. Ça fait partie des gros transferts français. C'est Clara Copponi, et oui, la française, qui va avoir 25 ans le 12 janvier. On peut déjà lui souhaiter un joyeux anniversaire avec un petit peu d'avance. Clara Copponi, cette année, malgré le fait qu'elle est assez peu courue, ça reste quand même l'une des meilleures sprinteuses du peloton. Notamment 2 top 5 sur la Ride London Classic, 2 top 10 sur la Vuelta et notamment une 4e place à la Roda, 2e de la première étape du Tour de Nander et également 8e à Gand-Wevelgem. C'était en début de saison. Dommage, elle a peu couru, elle fait aussi partie d'un programme avec l'endurance, ce qui fait que c'était peut-être pas forcément évident. La saison a un peu moins donne que les années précédentes, mais sur les sprints où elle a été performante, on voit que c'est l'une des meilleures sprinteuses françaises. Et puis je voulais également souligner son titre, sa 2e place au championnat du monde sur l'épreuve d'élimination. Elle a les qualités pour faire une bonne sprinteuse et je pense que rejoindre Lidl Trek, elle rejoint cette formation là en plus au bon moment. C'est vrai que c'est un petit peu je dirais que c'est pas forcément la période la plus facile pour Lidl Trek et je pense que avec Balsamo, avec Longo Borghini, il manquait peut-être une fille capable d'aller chercher des gros sprints dans cette équipe et je pense que Clara Copponi est peut-être cette fille-là. Elles ont une équipe solide encore une fois avec Denian, avec Longo Borghini, avec Realini, avec Amanda Spratt qui est toujours là, avec Van Dijk aussi, avec Van Anrooy. Mais il manquait peut-être une sprinteuse et je pense que Clara Copponi a les capacités pour aller chercher des grands résultats, pour aller chercher des top courses et ça sera son objectif avec également un projet olympique. Donc ça va peut-être qu'en 2024 on va pas l'avoir autant que ça, mais en 2025 on devrait l'avoir beaucoup. Et voilà, je pense que Clara Copponi a fait le bon choix de rejoindre cette formation et puis forcément aller voir d'autres méthodes d'entraînement à l'étranger, c'est toujours important, changer d'air aussi. Peut-être qu'elle a ressenti le besoin de changer d'air, de quitter la structure de la FDJ Suez. Et Lidl Trek, je pense que c'était le bon moment pour rejoindre cette équipe parce que il y a des stars vieillissantes, donc elle peut prendre la place de certaines filles. Et puis sur ce profil-là, il y a Balsamo, mais c'est pas une pure sprinteuse, Balsamo. Donc il y a un vrai profil qui peut convenir à cette formation. Il y a une vraie place à prendre dans cette formation. Donc ça peut être vraiment très bien pour la française. Et c'est vrai qu'en 2024, on aimerait voir des grosses victoires. Ça c'est sûr, elle n'est pas passée loin cette année. Notamment sa 2e place sur le Tour de Nander. Si ça peut être pareil l'année prochaine, ça pourrait être excellent.
d'aller chercher voilà, les top résultats sur les grands sprints de la saison 2024. C'est tout ce qu'on lui souhaite à Clara Copponi, parce que c'est vraiment une fille qui est pour moi la meilleure sprinteuse aujourd'hui du peloton français, même s'il y a quand même des filles qui commencent à pousser, notamment du côté de la Cofidis. On poursuit avec la 5e de ce classement, une fille qui court du côté de la Cofidis. On parlait de sa coéquipière Victoire Berthaud, et bien c'est la doublette des VV avec Valentine Fortin. On parlait de Clara Copponi, un petit peu menacée par des nouvelles filles qui arrivent du côté du sprint. Et pour moi, Valentine Fortin fait partie de ces filles qui ont montré des très bonnes choses sur les Coupes de France notamment, avec une victoire au Grand Prix d'Isberg, une victoire également à travers les Hauts-de-France, 8e de Binche, Chine et Binche. On l'a vu également sur le Tour de Bretagne avec 2 victoires et la victoire du classement du maillot vert. 3e également de la ronde de Moucron. 13e de la classique Morbihan pour cette fille qui commence à se faire un petit palmarès avec 4 victoires. Et c'est vrai qu'en France, 4 victoires chez les professionnels, ça commence à être pas mal, parce que en France, on n'est pas encore tip-top du côté du cyclisme féminin. Mais je trouve que oui, c'est une fille qui progresse depuis... elle est professionnelle depuis 2021, elle a commencé chez Saint-Michel. Et c'est vrai que quand on voit ses résultats sur ces 3 ans, on a des résultats en progression pour elle. Il lui manque encore des bons résultats sur des grosses courses. Sur des grosses courses internationales à l'étranger, sur des World Tours, mais sur les courses françaises aujourd'hui, c'est dur d'aller la chercher sur les sprints, et voilà, sur les Coupes de France, elle a fait vraiment des très très bons résultats, donc ça c'est très satisfaisant. C'est vrai que j'aurais aimé la voir encore un petit peu plus courir, mais bon, encore une fois, Valentine Fortin, je crois qu'elle est aussi dans l'équipe poursuite, je ne sais pas si elle fait pas partie des remplaçantes du côté de l'équipe de poursuite. Et puis surtout, encore une fois, c'est une fille qui a 24 ans, qui est seulement dans sa 3e année chez les pros, donc c'est pas forcément évident. Il y a encore besoin de progresser à l'avenir, mais c'est une fille qui commence à se faire vraiment, à faire des bons résultats depuis quelques années. C'est vraiment une fille qui progresse dans le peloton féminin, et quand on voit qu'elle arrive à gagner en Belgique aussi, gagner à faire des places d'honneur en Belgique. En France, elle gagne désormais. Il manque plus que des victoires sur des épreuves un peu plus importantes à l'international, notamment des courses World Tour, mais ça devra déjà commencer par des top 5. Mais je pense que c'est une fille qui est capable d'aller chercher des top 5 à l'avenir, l'année prochaine, où elle sera encore du côté de la Cofidis. Elle a un contrat jusqu'en 2025, donc on voit aussi que du côté de chez Cofidis, on lui fait confiance à Valentine Fortin. Et puis la Cofidis se structure de plus en plus dans l'équipe féminine. C'est vrai que c'est une équipe qui est encore assez récente. C'était seulement la 2e année de la structure féminine de la Cofidis. Donc c'est encore une structure qui a commencé en 2022. Donc c'est une structure qui doit progresser et qui doit prendre de l'expérience dans son management. Donc c'est pas forcément facile pour une équipe qui n'a pas l'habitude du cyclisme féminin. Donc là je trouve que c'est une équipe qui progresse. On l'a vu notamment avec Rachel Neylan qui a apporté un peu de son expérience dans cette structure. Et puis en 2024 on reste sur une équipe qui est assez stable, avec Alana Kastrick notamment, avec Flavie Boulais également, Julie Bégaud, la jeune championne du monde junior, Josie Talbot et Sarah Roy du côté des Australiennes, mais on voit que la base de cette équipe reste la même, et je pense que ça va continuer à progresser du côté de Cofidis, et puis on espère que cette équipe va augmenter au fur et à mesure, pourquoi pas un jour aller en World Tour. Je pense que c'est une équipe qui pourrait aller dans cette division-là de course
ou pourquoi pas en Pro Series, hein, vu qu'il doit y avoir dans quelques années la création de cette catégorie Pro Series. Hein. On doit séparer le Continental. C'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que le Continental mélange à la fois des équipes comme Cofidis, qui sont des équipes qui sont bien structurées, avec des équipes qui ont beaucoup moins de moyens. Donc ça serait bien de subdiviser encore cette catégorie pour avoir Conti Pro, donc Pro Series et World Tour. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, entre le Continental et les Pro Series, il y a une grosse différence qui peut parfois être compliquée à gérer. Et bien, on passe tout de suite à la quatrième de ce classement. La quatrième de ce classement, alors on dit toujours que le quatrième, c'est un petit peu la place du con. Ça serait méchant de dire ça pour Audrey Cordorago. L'année a été difficile, avec l'AVC, avec le changement d'équipe inopiné, avec cette aventure Zaf Cycling qui s'est arrêtée en avril. Ça a été très dur. Je trouve ce qui est fort avec Audrey Cordon-Rago, c'est que dans l'adversité, elle s'est presque révélée, Audrey Cordon-Rago. C'est-à-dire que je trouve que c'est peut-être l'une de ses meilleures saisons, notamment le début de saison qui a été très bon. Alors que ça a été, je pense, humainement, peut-être la saison la plus compliquée pour elle. Parce que, encore une fois, se remettre d'un AVC, se remettre d'un changement d'équipe en cours de saison, avec son mari en plus qui avait été viré de BNB, donc qui n'avait plus d'emploi fixe, c'était dur quand même à encaisser. Je trouve qu'elle a réussi à parfaitement encaisser. Ce qui fait que même en fin de saison, ça se voit quasiment plus. Tous ces problèmes-là, ce qui est fort, parce qu'il y a plus d'une personne qui se serait écroulée dans ce genre de situation. Et puis j'avais peur cette année, rien que quand le début de saison a démarré, de me dire, putain, elle a subi un AVC, comment le corps va réagir derrière, même si quand elle avait fait son interview c'était à Ouest France ou au Télégramme, je ne sais plus, au mois de décembre l'année dernière, elle semblait ne pas avoir de séquelles, mais c'est vrai que on pouvait se demander quel serait son niveau de performance. Elle n'a pas vraiment perdu de niveau. Très clairement, Audrey Cordon-Rago, c'est-à-dire qu'elle est repartie avec les mêmes ambitions. Et encore une fois, pour moi, quand on compare également sa saison 2022 chez Trek, où elle fait une deuxième partie de saison qui est vraiment excellente, là je trouve aussi que ça a été très très bon. Pour Pauline, pour Audrey, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de l'appeler Pauline, pour Audrey Cordon-Rago, parce que c'était vraiment pas évident. Le titre européen sur le contre-la-montre mixte, 4e des championnats d'Europe sur le contre-la-montre individuel, où elle finit à, je crois que c'est 3 secondes du podium, donc vraiment rien. 12e du Grand Prix de Plouay, également. Maillot jaune pendant quelques kilomètres sur le Tour de France, ça s'est pas fait, mais elle finit en plus avec quand même quasi une 11e place sur le chrono à Pau, pas du tout à Tours, je vais y arriver. 2e des championnats de France du contre-la-montre, mais elle est tombée sur une énorme Cédrine Carbaol. 3e de l'Anvers Porte Epic Ladies. 4e du classement général du Tour de Bretagne, et puis 4e du Tour de Normandie, 4e du Samin des Dames, qui est une course qui est très relevée, 3e du Omloop van het Hageland, 3e de la Women's Cycling Pro Costa de Amelia, et puis 6e de la Vuelta CV Feminas. Ça c'était sous le maillot de Zaf Cycling. En début de saison, moi, je pense que ce qui a été fort du côté d'Audrey, c'est qu'elle a réussi à taper des résultats d'entrée. C'est-à-dire que même chez Zaf Cycling, où elle n'était pas payée, elle a réussi à avoir des résultats dès le début de saison en janvier. On en avait parlé même, je crois, en tout début d'année, il y a un an, où elle avait fait vraiment des super résultats. Moi, j'avais suivi ça, je m'étais dit, elle est bien revenue. Parce qu'encore une fois, j'avais des inquiétudes. Et quand on voit qu'elle a réussi à le faire alors qu'elle n'était pas payée, ce qui montre quand même la force de caractère. Elle a toujours eu une force de caractère, mais là, elle a vraiment montré à tout le monde cette force de caractère. Ce côté leader, leader de peloton également. Quand il a fallu, sur le Tour international des Pyrénées, c'est elle qui a été la meneuse de file
pour gérer les soucis d'organisation et gérer la manière dont les filles allaient courir les étapes suivantes. Et oui, elle a fait. C'est une meneuse de peloton. Je pense que c'est une fille qui apporte beaucoup au cyclisme féminin. Parce que pendant très longtemps, ça a été quand même une des chefs de file, hein. Quand il n'y avait pas Juliette Labousse, quand il n'y avait pas tout le monde avec Aude Bianic, c'était un peu les deux filles qui emmenaient avec Pauline Ferrand-Prévot. Et puis, elle est dans les pelotons professionnels depuis 2008, ce qui est impressionnant. Alors, normalement, elle doit prendre sa retraite à la fin de la saison 2024. Et moi, j'espère déjà qu'on la verra aux commentaires, parce que je trouve qu'elle est douée pour commenter des courses. Mais j'espère qu'elle aura un rôle également dans les instances, parce que je pense qu'elle a des choses à apporter au cyclisme féminin et également pour améliorer les conditions de vie de ces filles. C'est pas toujours simple et je pense qu'elle est capable de faire vraiment du bon boulot de ce côté-là. On passe tout de suite au podium. La première fille sur le podium des coureuses bleues les plus performantes de la saison, eh bien c'était Evita Music, la jeune française qui était également dans le classement des meilleures internationales de la saison. Bien du côté de Evita Music, alors je vais éviter de me répéter trop longtemps dans cette vidéo, mais elle a fait un grand début de saison, encore une fois, avec comme sommet pour moi c'est la Flèche Wallonne et puis derrière le Tour d'Espagne, qui sont vraiment des réussites, où vraiment moi je les trouvais très intéressantes sur le Tour d'Espagne, sur la Flèche Wallonne bien entendu, parce qu'on a trouvé des qualités, peut-être de puncheuse également pour Evita Music. Et surtout des qualités de changement de rythme, et ça c'est important pour des filles en montagne, et on voit qu'en plus dans le cyclisme féminin, avoir des qualités sur les classiques ardennaises, ça peut t'envoyer très loin sur les grands tours, parce que c'est Demi Vollering qui a réussi ça, donc ça c'était vraiment très satisfaisant. Et puis un Giro qui a été difficile, et ensuite derrière un Tour de France qui a été très compliqué avec des problèmes physiques. Donc c'est vrai que sa deuxième partie de saison, elle est un peu moins reluisante, un peu plus décevante. Mais ça fait partie du métier de cycliste de haut niveau, d'avoir aussi des moments de coups de mou, savoir les gérer, savoir apprendre également de ces situations-là pour progresser à l'avenir. Et j'espère qu'elle va se servir de ces difficultés. Elle avait déjà eu des petits soucis de genoux, hein, je crois me rappeler dans sa carrière. Donc voilà, j'espère que tous ces problèmes-là vont lui servir pour la suite de sa carrière. Mais c'est un énorme talent. Je pense pas qu'elle ait perdu son talent. Très clairement, Evita Music. Et pour moi, ça fait partie des meilleures filles du peloton. Et ça fait encore, c'est la chef de file de toute cette génération avec Juliette Labousse, mais de toute cette génération qui a 25 ans, moins de 25 ans. Qu'on arrive à amener au haut niveau. Clara Copponi aussi, qui a 24 ans. Toutes ces jeunes filles et ce renouvellement de génération aussi avec les juniors, Tissia Rio, Julie Bégaud. On va avoir, je pense, des années plutôt intéressantes du côté du cyclisme féminin. Si on arrive à les amener au haut niveau et qu'elles soient des têtes d'affiche dans leur formation respective, ça peut être vraiment costaud. Et c'est vrai que le cyclisme féminin, ça a toujours été compliqué en France, parce qu'on a eu Jeannie Longo qui a un peu cannibalisé l'attention et qui était hors structure fédérale, ce qui fait qu'elle n'a pas aidé Jeannie Longo à faire progresser le cyclisme féminin. Elle a fait progresser sa notoriété, mais elle a un peu oublié le cyclisme féminin et le rôle qu'elle pouvait avoir dans la progression du cyclisme féminin. Ce qui fait qu'on a eu quand même Pauline Ferrand-Prévot, mais c'était plus des individualités qu'on trouvait presque par hasard qu'un vrai travail fédéral sur le long terme qui aboutissait. Et Pauline Ferrand-Prévot avait dû partir à l'étranger, Audrey Cordon-Rago avait dû partir à l'étranger, c'était le cas également de Aude Bianic. Toutes ces filles-là avaient dû partir à l'étranger. Et là, on voit de plus en plus de filles qui arrivent à performer, mais surtout qui arrivent à performer en France.
Et quand on voit aussi une structure comme FDJ Suez qui progresse, une structure comme Cofidis qui travaille bien également, peut-être que dans les années à venir, AG2R, Decathlon AG2R va avoir une équipe féminine avec un budget qui progresse, et c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Ça va permettre, je pense, à de plus en plus de filles d'accéder au niveau, et ça va être très important pour la suite pour la progression encore du cyclisme féminin. Comme je le dis toujours, la France est encore en deuxième division, mais on se rapproche de plus en plus de la première division des nations qui sont performantes en cyclisme féminin. Pour le moment, c'est sûr que la Belgique, les Pays-Bas, notamment, sont encore au-dessus de nous. Mais je pense que la France progresse, et c'est, je pense, l'une des nations qui progresse le plus et le plus vite. Et ça, c'est intéressant dans les années à venir, parce que je pense qu'on va avoir des résultats, et des gros résultats. Donc si vous commencez à vous mettre au cyclisme féminin, je pense que c'est maintenant. Et Vita Music fait partie de ces chefs de file, mais avec d'autres jeunes filles également qui apportent des très bons résultats à cette équipe de France. Je crois ne pas m'être trop répété avec Evita Music. On passe tout de suite à la deuxième du classement des meilleures filles de la saison 2023. On parlait de jeune fille, elle est encore plus jeune, la numéro 2 de ce classement. Ali maillot blanc sur le dernier Tour de France avec l'équipe Ceratizit. Elle est à l'étranger. C'est Cédrine Kerbaol, championne de France du contre-la-montre cette année. Elle a fait un énorme travail, notamment sur la médaille d'argent et la victoire au championnat d'Europe sur le contre-la-montre mixte. 12e également du chrono des nations cette année. C'était en fin de saison, c'était un petit peu compliqué. 9e des championnats du monde espoir, des championnats d'Europe espoir, pardon. 2e des championnats, 13e des championnats du monde, pardon, mais elle était deuxième de la course Espoir, du classement Espoir, vainqueur du classement des jeunes sur le Tour de France, notamment avec une 14e place sur le col du Tourmalet. 9e du Tour international des Pyrénées, 6e de la Ride London Classic, 3e du classement des jeunes, 7e du Tour de Bretagne, 3e du classement des jeunes avec notamment une 4e place du côté du contre-la-montre à Plouay, 2e du Grand Prix de Morbihan femmes, 10e du Ceratizit Festival Elsie Jacob qui est une course très importante au Luxembourg, Elsie Jacob qui a été la première championne du monde de l'histoire, 16e également de Liège-Bastogne-Liège, première du Tour de Normandie féminin en remportant le classement des jeunes et en remportant l'étape de Flamanville. Et voilà, on a fait un petit peu le résumé de sa saison. C'est du très beau niveau. Il y a un vrai gap de performance par rapport à 2022. Là, c'est indéniable. C'était aussi important pour elle parce que c'était sa première année dans une structure étrangère. C'est pas toujours facile, hein. Elle a fait ses 2 premières saisons chez Arkea, chez Cofidis. C'est passer dans une équipe étrangère, c'est pas toujours évident, des fois parce que parfois il y a la barrière de la langue, mais parce que ce sont d'autres méthodes d'entraînement, d'autres manières de penser le cyclisme également. Chaque pays a un peu ses spécificités sur les méthodes d'entraînement, sur la manière de concevoir certaines choses, même s'il y a des points communs. La manière de penser le sport est différente d'une nation à une autre, c'est d'autres mentalités tout simplement. Et c'est pas toujours facile de progresser dans ce genre de cas, et parfois on a du mal à trouver les bons repères, à passer d'une culture à une autre. Eh bien, elle a réussi à le faire parfaitement, et je rappelle qu'elle n'a que 22 ans. C'est-à-dire qu'elle a encore tout l'avenir devant elle. Et chez les filles, 22 ans, c'est vraiment pitchoun aujourd'hui. Et ça fait... Parce que 22 ans, c'est l'âge qu'a Eleonore Bäckstedt, la sœur aînée de Zoe Bäckstedt, donc qui a été très performante chez les juniors, qui a un peu plus de mal chez les élites. Et donc réussir à faire ça à 22 ans, c'est très intéressant. Maintenant, l'année prochaine, il va falloir confirmer. C'est jamais évident de confirmer, que ça soit chez les garçons, mais chez les filles également. Donc il va falloir réussir à confirmer les bons résultats qu'elle a eu cette saison. Et pour moi, c'est une très bonne année de la part de Cédrine Kerbaol. Et on espère encore qu'elle va progresser sur les grands tours, mais également sur le contre-la-montre. Et puis, pourquoi pas avoir un résultat excellent aux Jeux Olympiques, ou pourquoi pas au championnat du monde sur le contre-la-montre mixte.
pour Cédrine. C'est tout ce qu'on lui souhaite parce qu'on sait qu'elle a les qualités et que c'est l'un des moteurs de cette équipe de France chez les filles et donc de cette équipe de France mixte. Parce qu'on sait que c'est vraiment la force aujourd'hui, celle contre la montre. Et je pense que c'est une fille qui est capable de faire au moins top 10. Mais s'il y a encore des progrès, comme entre son année 2022 et son année 2023, si elle fait les mêmes progrès en 2024, eh bien ça peut être vraiment du très 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 solide. Et puis avec Sarah Tizit qui monte en World Tour, ça veut dire des meilleurs salaires, des meilleurs moyens, des meilleures conditions d'entraînement. Donc il peut y avoir vraiment des très très bonnes choses. En sachant que Sarah Tizit, l'année prochaine, en 2024, on a Laura Asensio qui est dans cette équipe, Ariana Fidenza avec sa sœur, Martha Lahr également, Teutenberg l'allemande, Schweinberger. C'est une équipe qui commence à être Cathy Archibald également. C'est quand même une équipe qui commence à avoir un petit peu de la gueule, cette formation, donc ça peut être très intéressant. Dans les années à venir. Cathy Archibald qui fait beaucoup de pistes, qui ne fait pas beaucoup de routes, mais en 2024, elle va peut-être essayer de faire également un petit peu de route en même temps que la piste, parce qu'on l'a vu énormément sur les épreuves d'endurance, et puis c'est pas toujours facile. Elle qui était passée chez Wiggle, notamment, Cathy Archibald, mais qui n'a pas fait beaucoup de routes dans sa carrière. Mais je pense que ça sera son objectif dans les années à venir. Et puis, notamment sur le contre-la-montre, elle peut lui apporter beaucoup à Cédrine. Je pense qu'il peut y avoir des échanges entre les deux qui peuvent être très intéressants. On passe tout de suite aux mentions honorables. Les mentions honorables. Alors, bien entendu, je ne pouvais pas ne pas parler de Pauline Ferrand-Prévot. Alors, je ne l'ai pas mis dans le classement parce qu'elle ne fait pas de cyclisme sur route. Et pour moi, je me suis concentré sur le cyclisme sur route. Mais forcément, on est obligé de parler de la saison encore excellente de Pauline avec ce double titre de championne du monde sur la short track et sur la course olympique. De toute manière, il lui manque plus que le titre olympique à Pauline Ferrand-Prévot. On espère que c'est pour 2024 parce que ça serait l'apothéose de sa carrière. Elle qui en VTT est devenue à de multiples reprises championne du monde et qui avait réussi le doublé lors des championnats du monde du côté des jets et qui a réussi à refaire le doublé du côté de Glen Trest Forest. Donc ça, c'est vraiment très très fort de sa part. Elle a gagné dans les 4 catégories de VTT, c'est-à-dire en cross-country et en short track, en marathon, en relais mixte. Donc c'est vraiment, elle domine le VTT depuis 10 ans. Et on espère maintenant que ça va se poursuivre du côté des Jeux Olympiques. Surtout que j'ai envie de dire qu'elle sait préparer maintenant les gros événements parce que cette année, elle n'a remporté qu'une victoire lors de la Coupe du Monde de VTT, donc ce qui n'est pas très impressionnant, on pourrait dire, parce que c'est vrai que vu le nombre de courses qu'il y a eu dans la saison, ne remporter qu'une victoire, c'est pas impressionnant, sauf qu'elle sait vraiment préparer parfaitement les gros objectifs, et ça c'est une vraie force de la part de Pauline. C'est-à-dire qu'elle est prête au bon moment, c'est-à-dire qu'elle sait gérer ses pics de forme et monter en puissance avant les Coupes du Monde, avant les grands objectifs, les grandes compétitions. Donc là, c'est ce qu'on espère, ce qui va arriver lors des Jeux Olympiques. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'en plus, les championnats du monde étaient cette année à une période assez proche des Jeux Olympiques. C'était en été. Donc, ça lui a permis peut-être de préparer au mieux, d'optimiser au mieux sa routine pour l'année prochaine. C'est ce qu'on lui souhaite. Mais voilà, on ne pouvait pas ne pas faire l'impasse sur Pauline Ferrand-Prévot, qui est la papesse du VTT et qui a l'un des plus gros palmarès du cyclisme français dans l'histoire, parce que je rappelle, c'est la seule qui a réussi à avoir 3 maillots de championne du monde en même temps, cyclocross, route, VTT. Et ça, déjà, ça te met dans un autre cadre, mais quand on voit ce qu'elle réussi à faire en VTT, ce qu'elle a réussi à faire également sur la route, on espère un jour un retour sur la route de Pauline sur le Tour de France. Pour moi, le fait peut-être qu'elle ne participe jamais au Tour de France,
ça serait quand même un petit peu un drame parce que voilà, c'est une fille qui a un palmarès juste exceptionnel et pour moi, elle doit faire le Tour de France féminin. Je militerai à fond pour qu'elle fasse le Tour de France féminin. On continue avec Jade Wilde. Excellente équipière du côté de la FDJ, elle roule énormément à l'avant des courses, mais également elle a réussi des performances, notamment 8e de la première étape du Tour féminin de l'Ardèche, 2e du Grand Prix d'Isberg, 3e des championnats de France sur la course sur route, la course en ligne, pardon, où je l'avais trouvée très intéressante pendant la course parce qu'elle avait énormément attaqué, elle avait fait énormément de boulot. 6e du Grand Prix féminin de Chambéry au mois d'avril, également en Coupe de France, et puis 19e du Samin des Dames. Des résultats en progression pour Jade Wilde, je trouve, et puis un rôle de plus en plus important dans la structure FDJ Suez, c'est-à-dire que c'est vraiment une des équipières qu'on s'arrache. Du côté de la FDJ Suez, c'est-à-dire que je pense que Marta Cavalli, Cécilie Ludwig ou encore Vita Music, tout le monde veut l'avoir dans son équipe et même au championnat d'Europe, au championnat du monde. C'est une fille qui est maintenant, au championnat d'Europe, elle n'a pas fait les championnats du monde, mais au championnat d'Europe, c'est une fille qui a été importante également. Donc voilà, c'est une fille qui est en progrès, des résultats très intéressants. Dixline Miermont, c'est pas mal ce qu'elle a fait pour sa première saison chez les pros du côté de Saint-Michel, Mavic-Aubert 93, notamment une 6e place sur le contre-la-montre 7e de la course en ligne des championnats de France, 4e de l'Alpe Grésivaudan classique. On l'a vu également 15e de la Cadel Evans Ocean Great Ocean Road Race, 11e de la Périgord Ladies, 14e également du Chrono des Nations. Donc c'est plutôt très intéressant. Encore une fois, première année chez les pros dans une équipe continentale à 23 ans. C'est pas toujours facile, mais des résultats qui sont plus que satisfaisants pour Dixline Miermont. Et je pense que c'est un nom qu'on va revoir dans les pelotons en 2024 et on espère qu'elle progresse en 2024 et pourquoi pas pour aller dans une structure World Tour, une structure un petit peu plus importante dans les années futures. Gladys Verhulst, année pas facile du côté de la FDJ Suez. C'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux. Je me disais, elle quitte le col Wahoo, elle rejoint la FDJ Suez, grosse structure World Tour après 2 années très intéressantes. Du côté de Arkea et du côté de l'École Wahoo où elle avait eu vraiment un statut de leader dans ces 2 structures, donc je me disais ça va peut-être être pas mal chez FDJ. J'ai l'impression que ça a été un petit peu compliqué. Alors elle gagne quand même la Picto charentaise et elle finit 2e du Tour de Normandie en remportant le classement des sprinteuses et en remportant la première étape, mais c'est vrai que sa saison n'a pas été parfaite. Je m'attendais à un petit peu mieux du côté de Gladys Verhulst. 7e de la Spar Flanders Diamond Tour également. Ça c'était au mois de juin. Elle a fait le Tour d'Italie avec un seul top 10 lors de l'étape de Olbia. C'était le dernier jour. Donc c'est vrai que ça a été une année un petit peu compliquée pour la Française qui est née dans la région de Rouen, du côté de Grand-Quevilly, du côté de Gladys Verhulst. Donc voilà, une année un petit peu dure. Je m'attends à un petit peu mieux en 2024 parce que ça serait dommageable de redescendre dans des équipes continentales. Margot Vigier qui rejoint l'équipe Team Visma Lease a Bike l'année prochaine. Donc là, c'est un gros recrutement. Mais c'est aussi mérité parce que des résultats en progression, notamment une 7e place cette année sur le Samin des Dames, 5e d'une étape du Tour de Normandie féminin, 14e de Paris-Roubaix cette année également, donc des résultats en progression, 7e, voilà comme on le disait, du Samin des Dames, 12e du Haut-Bout et Nieuwsblad, dans une structure où il y a de la place à prendre, parce que Marianne Vos n'a plus 20 ans, très clairement, c'est vrai qu'à 35 ans, on a vu cette année des résultats un petit peu décevants du côté de Marianne Vos, et qu'il y a encore un Anderson, mais c'est vrai que dans cette équipe, on sent qu'il y a de la place à prendre. Alors certes, t'as Ryan Marcus, t'as Anna Anderson, t'as Marianne Vos, mais Margot Vigier, elle peut vraiment prendre un rôle important et avoir un rôle important dans les grandes courses. C'est tout ce que je lui souhaite également à Margot Vigier parce que c'est une fille qui court depuis 2020 du côté de l'Italie, du côté de Valcar, parce qu'elle avait décidé de quitter la France pour aller vers l'Italie.
en début de carrière. 3 ans chez Valcar, une année chez Life Plus Wahoo et voilà, une année chez Team Visma. On espère que ça sera plus qu'une année. Mais c'est une fille en plus qui est assez marrante en interview aussi. Donc c'est un personnage très intéressant du cyclisme féminin. Et puis elle a aussi des résultats. Hein. C'est pas qu'une fille rigolote. Et on espère que l'année prochaine, elle arrivera à obtenir sa première victoire chez les professionnels. Et puis je termine avec Aude Bianic. Toujours un rôle important à la Movistar. C'est l'une des filles qui, je pense, roule le plus à l'avant des pelotons pour des grandes leaders, et notamment Annemiek van Vleuten. Elle a été l'un des personnages importants des différentes victoires d'Annemiek van Vleuten à la Movistar depuis 2018. Elle qui a été passée à la FDJ, Nouvelle-Aquitaine, en début de carrière. Et c'est une fille qui maintenant est présente dans les pelotons pro depuis 2013, qui a obtenu 3 victoires dans sa carrière et qui a ce rôle d'équipière, mais un rôle d'équipière très très important. 8e également du Umloot van het Hageland. Moi je trouve ça toujours assez surprenant, c'est qu'elle n'ait pas encore réussi un grand résultat du côté de Paris-Roubaix, parce que vu son gabarit, 1,75, 64 kg, c'est le gabarit idéal pour Paris-Roubaix. Mais c'est une fille qui a fini 3e de la Route de France en 2014, 2e du Tour de Belgique en 2018, également championne de France. C'est une fille qui a un gros palmarès aujourd'hui et elle est toujours là à 32 ans, donc toujours dans les mentions honorables. C'est une belle perf. On passe maintenant à la grande gagnante du classement des meilleures filles françaises de la saison 2023. Comme dans le classement international, là, c'était compliqué de ne pas mettre cette fille-là au top du classement. C'est Juliette Labous. Encore une grande année pour Juliette avec cette 3e place, deuxième place sur le Giro, avec cette 5e place sur le Tour de France. Et encore une fois, c'était pas évident en ayant perdu pas mal de temps en début de course. 5e du Grand Prix de Pouloué. Elle fait partie du titre de championne d'Europe du contre-la-montre mixte et de la 2e place au championnat du monde, 3e du Giro d'Allemilia. Ça reste c'est aujourd'hui la fille qui obtient les plus gros résultats au niveau français avec Evita Music sur les courses internationales. C'est vraiment la fille qui permet, je pense, à des petites filles d'une dizaine d'années de se dire tiens, j'ai envie de me mettre au cyclisme féminin avec Juliette Labous. Dernière année de contrat l'année prochaine, et je pense qu'elle va être extrêmement courtisée l'année prochaine parce que beaucoup de structures voudront l'avoir à la fin de l'année. Peut-être un retour en France, peut-être une première en France, parce qu'elle a toujours couru à l'étranger, puis qu'elle est dans la même structure depuis 2017, parce qu'on avait misé sur elle très tôt. À l'époque, elle avait 19 ans. La française, elle progresse d'année en année. Ce qui est assez marrant, c'est de voir qu'elle obtient de meilleurs résultats d'année en année. Maintenant, ça fait partie de l'une des meilleures sur les courses par étapes. Alors oui, son problème, c'est de ne pas avoir le plus grand punch de l'histoire. Mais c'est une fille qui travaille énormément à l'entraînement et qui fait du très bon boulot. Très bon boulot. Et ça fait depuis quelques années quand même qu'on la voit au haut niveau et qu'on la voit, elle fait de mieux en mieux. Et parfois on l'a critiquée sur son sens tactique, mais là je trouve qu'elle a même progressé énormément dans ce domaine-là. Dommage son début de course sur le Tour de France, mais c'est encore une belle année. Et elle ne peut pas regretter quand tu fais, quand tu vois 6e du Tour des Flandres, 12e de la Flèche, 13e de Liège, en n'ayant pas de punch, encore une fois, 7e de la Vuelta, 2e du Giro, 5e du Tour de France. Elle a fait top 10 sur les 3 grands tours. Elles ne sont pas nombreuses à avoir réussi cette performance. 4e également du Tour de Romandie derrière. Oui, c'est une très grande saison encore qu'elle a fait Juliette Labous. Et en 2024, on espère encore qu'elle arrivera
Pourquoi pas aller chercher la victoire sur un des 3 grands tours, mais si elle pouvait encore faire un podium, ça serait déjà super. Et puis pourquoi pas aller chercher une grande victoire, parce qu'elle n'a que 4 victoires à son palmarès. Ça serait bien d'aller chercher une nouvelle victoire dans son palmarès pour Juliette Labousse. C'est tout ce qu'on lui souhaite en 2024. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il ne reste plus qu'un top 10, ça sera les retraités de la saison 2023. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.